Vous saviez qu'il prenait 3 œufs crus dans du lait chaque matin? Je l'ai entendu dire. Son petit-déj préféré. Ok, pour comprendre la série Severance, il est important de recoller tous les morceaux et de se plonger dans la chronologie de Keir Egan, fondateur de Lumen. Pour écrire son parcours, je me suis basé sur les tableaux, les dialogues des personnages et leur visite dans l'aile de perpétuité en saison 1. Je n'invente rien, mais j'apporte mon analyse. Son histoire nous raconte alors une chose. Pourquoi en est-il arrivé à dissocier les employés? Et surtout, une vérité éclatante m'est apparue. Le mystère derrière les chiffres est peut-être là, sous nos yeux. Reste bien jusqu'à la fin pour le découvrir. Mais avant, je te propose de t'immerger dans l'Odyssée de Keir Egan. Quittez votre lit de mort et allez de l'avant, toujours plus prêt à livrer bataille. Bienvenue à Keir City, un endroit paisible du nord des États-Unis où on doit bien se geler les coucougnettes. Mais surtout, ici, tout semble trop propre, trop vide, comme si c'était une ville fantôme. Je me suis même demandé si cette commune était bien réelle. Mais Alexa m'a contredit quand elle nous apprend qu'elle vient du Montana. Je m'y suis gelée la seule fois où je suis allée y passer quelques jours, loin de mon Montana natal. Ah alors, c'est 2 états différents? Ce qui signifie bien que l'on peut entrer et sortir. Bon, je continue à avoir un léger doute. Ici, chaque détail a été imaginé et construit par une seule et unique famille, les Egan. Keir Egan, fondateur visionnaire ou gourou dérangé, n'a pas seulement donné son nom à cette ville, il l'a façonné à son image. Everything. Tout, absolument tout est corporate. Du snack à la pause déj, au quartier Bear Creek Manor, là où vivent Mark et Madame Selvig, faisant référence à Bird Egan, un de ses descendants. Une école, une banque, un lac, tout ici est une pierre posée par Keir. Et bien sûr, au sommet de tout, Lumen Industries, ce mastodonte corporatiste qui règne en maître sur les lieux. Mais avant d'être une icône vénérée, la vie de Keir n'a pas toujours été rose. Dès sa naissance, Keir était foutu. Né en 1841 d'une relation consanguine, il hérite d'un corps fragile, couvert d'échymose au moindre choc, et d'une tuberculose précoce qui l'envoie en PLS H24. Évidemment, son malheur devient une légende, comme si être au bord de l'agonie était une étape obligatoire pour devenir un génie. Parce que rien ne vaut une bonne dose de souffrance pour bâtir un prophète, pas vrai? Et c'est là que l'histoire est intéressante. Keir n'est pas juste une victime de la vie, ses origines sont mythifiées. Plus il est miséreux, plus on veut nous faire croire qu'il a surmonté l'insurmontable pour bâtir un empire. Comme si son corps en porcelaine lui avait donné une sagesse supérieure. Là où d'autres auraient sombré dans la résignation, lui forge une obsession. Maîtriser le chaos. Sa santé part en vrille, mais son mental devient une forteresse. Et cette résilience, il va l'appliquer à toute son idéologie. Discipline absolue, rejet des émotions incontrôlables. Et surtout, une vision du monde où la souffrance mène à l'ordre. Mais est-ce que cet enfant, ce merdique, ne l'a pas juste transformé en tyran, convaincu d'avoir raison sur tout? Attention, le chapitre suivant contient des éléments sur l'intrigue de la saison 2. Tu peux sauter ce chapitre en te dirigeant sur la timeline. Y'a quelqu'un? Je ne suis pas venue au monde seule. La chaleur du ventre de ma mère fut partagée avec un autre. Keir avait un jumeau, Dieter Egan, ou le symbole du désordre absolu. Dieter, c'est celui qui n'a pas fait carrière dans la propagande de Lumen. Pourtant, d'après l'histoire, il était bien là, inséparable de Keir dans leur enfance, avant que tout ne bascule. Un jour, Dieter convainc Keir de partir dans la nature, en mode Koh-Lanta avant l'heure. Son jumeau mystique incarne ce que Keir déteste. La liberté sans limite, un monde sans hiérarchie et surtout les pulsions incontrôlées. Ouais, dans le vallon de l'affliction, Keir le surprend en train de se masturber. Je suis désolée. Excusez-moi. Après ça, c'est le drame. Son œil jaillit comme un bouchon de champagne. Ses cheveux tombent. Son corps se transforme en mousse, en sève, en une bouillie forestière. C'est vraiment de cette façon-là que son frère est mort, monsieur Mitchik. Ou on peut aussi imaginer que Keir lui-même ait mis fin au jour de son frère. Mais on préfère nous servir un conte de fées. Keir fonce alors jusqu'à la cascade où l'eau étouffe les hurlements de son frère en pleine désintégration cosmique. Et c'est là qu'elle apparaît. Une silhouette voilée, chétive, drapée dans une robe de mariée en lambeaux. L'humeur de l'affliction, une entité mystique qui balance à Keir, une phrase qui va le hanter toute sa vie. C'est toi le responsable. Ce que Keir a vu cette nuit-là ne va pas juste marquer son esprit, ça va poser les bases de toute sa philosophie. L'affliction accuse Keir, le fait culpabiliser, mais lui offre une doctrine.
Et c'est ainsi que les 4 humeurs entrent en scène, car l'affliction n'est que la première. Après cette aventure, Kyr ne voit plus les émotions comme un simple ressenti. Elles sont des forces, des entités, des énergies qui doivent être domptées. Tout le long de sa jeunesse, il théorise sur l'existence de 4 grandes humeurs fondamentales. Elles sont notamment identifiées dans des rituels de Lumen, comme la gaufre party, où des danseurs les interprètent. L'affliction, un poison s'il n'est pas maîtrisé, représenté par la mariée en pleurs. L'allégresse, une distraction dangereuse, incarnée par un bouffon souriant. La crainte, une alerte naturelle à canaliser, symbolisée par une vieille femme terrifiée. La méchanceté, un outil ou un fléau, personnifié par un bélier. Au cours de ma vie, j'ai isolé 4 composantes que je nomme les humeurs. Kyr est persuadé que l'humanité court à sa perte si on ne les contrôle pas. C'est ainsi que naît l'idéologie de l'équilibre. Chaque individu est un mélange unique de ses humeurs et le rôle futur de Lumen sera de les corriger, les ajuster, les calibrer. Et si les humeurs doivent être équilibrées, qui décide du bon dosage? Ça y est, tu vois où je veux en venir? T'inquiète, je t'en parle plus tard. Pour l'heure, comprendre ces humeurs ne suffit pas pour Kyr. Il faut les mettre au service d'un idéal. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, le travail. À 12 ans, Kyr décroche son premier job. Il rembourre des chaises sous les ordres d'un tyran. Son boss lui balançait des coups de pied de commode. Mais Kyr encaisse. Il marche 10 km par jour pour aller bosser. Il assimile ses propres vérités. Celui qui accepte la douleur grandit, celui qui la fuit se condamne. Une doctrine est née. Lumen arrive à grands pas. D'après le guide, ils se sont rapprochés à travers leur amour de l'entreprise. Dans la vie d'un grand homme, il faut une muse. Et pour Kyr, c'est Imogène. Ils se sont rencontrés à l'usine d'Éther. Lui était ouvrier, elle une femme de ménage. Cette rencontre est immortalisée sur un joli tableau, même si on part d'une romance née dans la crasse et le labeur. Mais le message est clair. Kyr n'est pas devenu un patron du jour au lendemain. C'est un homme du peuple. Sauf que, bonjour l'hypocrisie. Le manuel de conformité interdit strictement les relations non platoniques entre collègues. Vous allez tous rester plantés là et le laisser mourir? Nous sommes punis, c'est ça? Irvine en a subi les frais. On trouve aussi dans le manuel de conformité plusieurs passages qui font référence à la guerre. Et puis dans le discours final de la saison 1, Nathalie parle de Kyr comme un humble docteur militaire. Enfin, sur une plaque de la statue de Kyr, on peut lire « J'ai creusé à l'intérieur des soldats et en eux, j'ai trouvé la guerre ». C'est très symbolique et ouvert à plusieurs interprétations. En gros, Kyr a peut-être réalisé, en soignant les soldats, que la guerre ne se trouvait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'intérieur des hommes. On en revient toujours au même. Kyr a tout vu, tout vécu. Tel un pharaon dans une Égypte ancienne, la séparation des âmes et la glorification du travail serviront sa soif de pouvoir. C'est ce pouvoir immense et sacré que j'espère vous avoir transmis à vous tous, mes enfants. Sauf que Kyr a de plus grandes ambitions. Modifier l'humain, l'optimiser, créer un monde où la douleur ne serait plus une limite mais un outil. Alors en 1865, il fonde Lumen Industries. Je croyais que Lumen était plus dans le côté tech. Ça a non? été fondé au 19e siècle. Sérieux? Crème apaisante, c'est bien ça? Ils font tout, quoi. À l'origine, Lumen était une modeste société pharmaceutique spécialisée dans la fabrication de pommades et de traitements médicaux. Mais très vite, ça mute. Et nous, on sait que ça n'a plus rien à voir avec un simple labo, hein. Kyr campe 74 ans à la tête de Lumen. Ça fait long pour un seul homme, hein, même pour un génie. Ça aussi, le mec aurait vécu presque 100 ans, ce qui, je rappelle, reste extrêmement rare pour l'époque, surtout vu ses problèmes de santé dans son enfance. Après sa mort, d'ailleurs, on ne sait pas comment il est mort, hein, son fils Ambrose prend la relève, perpétuant le culte dynastique. Sa sœur Myrtle a fondé une banque et une école pour filles portant son propre nom. École qu'Harmony Cobell a fréquentée. Résultat, Kyr, chosen one, Kyr. lobotomisé. S'ensuit une Kyrielle Digan, tous plus ambitieux les uns que les autres, pour arriver à aujourd'hui. James, père d'Elena, est le PDG de Lumen. Et l'entreprise s'est installée dans 206 pays. Bon, on compte officiellement 195 pays reconnus par l'ONU. Hein. Et c'est bien ça le problème. En grattant un peu, rien n'est cohérent. Sa jeunesse, un récit fantasmé où la douleur forge le destin.
Ces doctrines, une justification pour soumettre la dissociation. Et ça c'est la vraie vision de Kyr. Et je les ai domptés. Et à votre tour, vous domptez vos humeurs, comme moi les miennes. Alors le monde sera votre terrain de jeu. Les raffineurs classent des chiffres sur une base émotionnelle. Les personnages le disent eux-mêmes. Mais nous, on veut savoir à quoi correspondent exactement ces données. Eh bien, aux 4 humeurs, un groupe de chiffres correspondrait alors à une ou plusieurs humeurs spécifiques. La réponse se trouve sur leurs écrans. Les humeurs en anglais sont wow, frolic, dread and malice. Et ce bac alors, à quoi correspond-il? La série ne donne pas de réponse claire quant à sa signification. Mais l'on peut pousser l'analyse. Par définition, un raffineur ne stocke pas ou n'archive pas. Il élimine, filtre, purifie une matière brute pour en extraire une version plus pure. Tel un raffineur de pétrole ou de farine, on extrait ce qui est utile et on rejette ce qui est inutile. En clair, on pourrait voir ces bacs comme des containers, là où on jette les émotions. Mais si on suit la logique de Kyr, certes, il considère les humeurs comme des obstacles, mais il ne voudrait pas les supprimer, non. Il a bien compris qu'elles faisaient partie de l'humain, il en a besoin. Kyr voudrait les stabiliser. La dissociation se justifierait ainsi. Un inter a une vision totalement neutre, parfaitement capable de jauger les 4 humeurs, sans être altéré par sa vie personnelle. Un dissocié ne serait alors qu'un outil, raffinant les humeurs de manière impartiale. L'affection, l'allégresse, la crainte, la méchanceté seraient équilibrées dans tous ces bacs. 5 bacs contenant un dosage parfait des 4 humeurs. Mais tout ça dans quel but? De créer une conscience humaine parfaite? De calibrer une sorte d'intelligence artificielle? Théorisons sur une IA. Et si c'était Kyr lui-même, cette IA? Imagine, il est préservé dans un système ultra sécurisé ou derrière le micro du bureau. Kyr a cherché toute sa vie à maîtriser l'esprit. Pourquoi s'arrêter à sa propre mort? En coulisses, ne façonnerait-il pas son ultime chef-d'œuvre, revenir en chair et en os et assurer son immortalité à jamais? Problème. Du haut de sa pyramide, Kyr ne peut pas tout contrôler. Déjà, les premières failles apparaissent. La rébellion. Lumen a beau tout contrôler, mais le corps humain garde ses secrets. Et ça, aucun algorithme ne peut le briser. Alors on a encore plein de questions. Pourquoi des chèvres? Quel est le rôle de Jemma / Madame Casey? Je te propose de parler de tout ça dans une prochaine vidéo d'analyse. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. On se retrouve vite pour un prochain résumé et si d'ici là je te manque, c'est l'occasion d'explorer d'autres séries. N'oublie pas de t'abonner. Je te chope sur la prochaine. Bye.